Joe Biden et Benjamin Netanyahou vont se parler au téléphone ce lundi. Bonjour Mathieu Mabin. Vous êtes en direct de Washington. La menace israélienne sur Rafah prend chaque jour plus d'ampleur malgré l'opposition américaine. Comment est-ce que les états-majors américains expliquent cette situation? Est-ce que l'on peut commencer à parler d'enlisement de l'armée israélienne à Gaza? Alors, d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, et vous l'avez souligné, c'est que le Pentagone fait plus que suivre le déroulement des opérations à Gaza minute par minute. Ça va au-delà de ça. Les militaires américains sont partie prenante en réalité de la conception même des opérations. Alors bien sûr, cela n'est pas ouvertement formulé par la diplomatie américaine. Personne ne le comprendrait réellement, et notamment pas les pays arabes voisins d'Israël et leurs opinions. Mais la présence militaire américaine, et notamment en mer, est tellement importante que rien que pour la coordination, le dialogue doit être permanent. Mais en réalité, ça va encore plus loin. Ça va beaucoup plus loin que ça. L'état-major qui pilote les opérations à Gaza, l'état-major israélien, est également armé, comme on dit dans le jargon militaire, par des officiers américains et notamment des officiers des forces spéciales. Cela est connu et justifié par la présence d'otages, évidemment, et d'otages américains également à Gaza. Mais quand on échange avec les officiers du Pentagone, on comprend rapidement que cette présence militaire américaine constitue ni plus ni moins les yeux de l'administration américaine et de la diplomatie américaine à Gaza, évidemment. Comprenez-moi bien, même si le discours du département d'État américain s'est considérablement durci ces derniers mois, ça ne nous aura pas échappé, jusqu'à dénoncer les méthodes de l'armée israélienne. Tout indique que Joe Biden valide dans le fond l'intention principale israélienne, celle de détruire intégralement la branche armée du Hamas. Mais pas à n'importe quel prix néanmoins. Il n'est pas question de reproduire à Rafah, par exemple, ce qui a été réalisé au nord de l'enclave ces derniers mois. On pense à Khan Younes, à Gazaville, évidemment, et ces images difficilement soutenables que nous diffusons quasiment quotidiennement depuis le début du conflit. Concrètement, l'utilisation massive de l'arme aérienne et par exemple l'utilisation de bombes de 500 kg ou de 1000 kg, cela arrive, semble désormais proscrite. Cela signifie que l'infanterie israélienne va devoir s'emparer de l'agglomération Rafah, maison par maison, rue par rue, tout en s'assurant que les couloirs d'évacuation de la population, l'enjeu absolu, restent ouverts en permanence. C'est pour cette raison que le dialogue entre Tsahal et les organisations humanitaires présentes à Rafah s'est considérablement intensifié ces derniers jours. En clair, ici, au Pentagone, tous les conseillers de Joe Biden décrivent l'opération qui s'annonce comme un défi tactique extrêmement complexe, avec un risque très élevé de dommages importants dans la population. Les derniers combattants du Hamas sont là-bas, on le sait, le Pentagone évalue leur volume à 2 bataillons. Même si ces calculs restent aléatoires, l'armée israélienne va donc devoir affronter plus d'1 millier d'hommes dans une ville labyrinthe peuplée de plus d'1,2 million d'individus. Alors, je ne sais pas si on peut concrètement parler d'enlisement, mais ce qui est certain, c'est que si l'armée israélienne ne veut pas encore une fois perdre la guerre de la communication, l'opération prendra du temps. Et Joe Biden, je le disais, va s'entretenir tout à l'heure avec Benjamin Netanyahou. Il va recevoir aussi le roi de Jordanie. C'est sa 2e visite à Washington en 3 mois. Pourquoi cette proximité, Mathieu ? Alors, si on exclut l'État hébreu, la Jordanie a toujours été le plus proche allié des États-Unis dans la région, en tout cas depuis les dernières décennies. Déjà lors de la première guerre du Golfe, la coopération entre services de renseignement jordaniens et américains était extrêmement étroite, jusqu'à voir des officiers de renseignement jordaniens être formés en Californie à des méthodes de renseignement compatibles avec celles des Américains. Une coopération largement renforcée après le 11 septembre 2001, évidemment, et encore plus étroite dans la lutte contre l'organisation État islamique, en Syrie notamment ces dernières années. Les canaux de dialogue diplomatique et militaire sont donc extrêmement performants entre les deux pays. Ensuite, le roi de Jordanie est soumis par son opinion à une posture plus compatible avec celle des puissances occidentales, les États-Unis en tête, plus compatible que celle
du Qatar, par exemple, ou de l'Égypte, par exemple, qui sont aussi des acteurs de premier plan dans cette crise. La Jordanie n'a aucune envie de voir un nouvel exode palestinien sur son territoire, concrètement, comme cela est arrivé par le passé, mais doit également tenir compte des effets de la crise à Gaza sur l'opinion jordanienne, encore une fois. On se souvient des déclarations de la reine de Jordanie ces derniers mois, des propos qui avaient été extrêmement durs à l'égard d'Israël, plus durs que jamais en réalité. C'est donc ce fragile équilibre que le roi de Jordanie est condamné à préserver en maintenant un dialogue permanent avec Washington, ce qui est le cas, et jusqu'à présent, on peut dire que ça a fonctionné. Le lien de confiance entre Amman et Washington est probablement le plus solide parmi les pays arabes voisins d'Israël, et même si le Qatar joue un rôle central, notamment sur les négociations, avec les résultats que l'on connaît, autour d'un cessez-le-feu et la libération des otages également, les services de renseignement jordaniens sont également aux premières loges dans ce dossier.